La restauration, c'est vraiment un moment privilégié d'observation d'une œuvre. Avant d'y toucher, le restaurateur va passer un bon moment à tourner autour de sa pièce, prendre contact avec elle, prendre des photos, chercher de la documentation autour de cette œuvre, prendre des mesures, étudier les techniques d'assemblage, etc. Donc c'est une étape particulièrement importante pour le chapeau de paille parce que c'est un chapeau de paille qu'on n'arrivait pas à situer. La restauratrice a pu identifier une fibre d'origine exotique qui est vraisemblablement un matériau d'importation. La technique de tressage qu'on retrouve au XVIIIe mais également au XIXe. Là, on a des éléments pour la datation qui commence à être un petit peu plus précis grâce à l'étude technologique qui a été menée sur cette œuvre. Ce chapeau était vraisemblablement porté par une dame de l'aristocratie qui découvrait le goût très à la mode en cette fin du XVIIIe siècle de la pastorale. Les dames de l'aristocratie aimaient s'habiller en s'inspirant des tenues que portaient les bergères, les femmes du peuple, mais bien sûr les bergères très idéalisées à cette époque. Après avoir pris contact avec l'objet, on aborde la problématique du nettoyage. Dans le cas de la robe spi, c'était nécessaire puisqu'il y avait un certain nombre de taches très visibles sur le devant de la pièce. La restauratrice a mis au point un procédé qui consiste à travailler sous binoculaire et à remouiller légèrement les zones tachées pour redresser les poils de velours qui se sont affaissés au moment de la tâche. Dans le domaine de la restauration, on a une marge de manœuvre qui est assez limitée parce qu'on a des techniques qui sont peu agressives. L'aspect esthétique, il est important, mais le fait que ce costume puisse être encore montré dans 2 siècles, même avec ses taches, prime évidemment. C'est une robe qui est très représentative de la nouvelle mode qui s'est progressivement développée après la Première Guerre mondiale. Une coupe beaucoup plus simple, droite, courte, une robe adaptée à la vie moderne. Les tissus qu'on va utiliser pour consolider les tissus originaux, on les achète toujours non teints. Et c'est nous qui allons les teindre pour avoir le coloris le plus précis. La restauratrice qui travaille sur la cape va utiliser des colorants naturels. On le met d'abord en solution et ensuite elle va mettre son tissu dans l'eau avec ce mélange coloré en augmentant la température qui va permettre une montée du colorant dans les fibres progressive. Ensuite, on va glisser le tissu de consolidation sous le tissu original. Si jamais il n'est pas précisément de la bonne teinte, ça va faire apparaître le trou plus que de le maquiller, on va dire. Quand on regarde les images de cette époque, c'est-à-dire les portraits de ces hommes qui portaient de telles capes, on s'aperçoit qu'il est porté sur le bout des épaules. Il faut bien sûr voir que ce n'est pas un vêtement très utilitaire, on ne s'en sert pas pour se couvrir, on ne s'en sert pas pour se protéger du froid. C'est un vêtement d'apparat, on pourrait dire un signe extérieur de richesse. Nous conservons en Europe et aux États-Unis, à ma connaissance, moins d'une dizaine de capes de cette époque. L'étape de consolidation en restauration va traiter tout ce qui est problème de fragilité mécanique du tissu, à la fois quand il y a une zone usée ou fendue ou déchirée. Sur cette robe, c'est un travail de consolidation assez important des tissus de doublure à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va choisir un tissu qui est le plus proche possible du tissu original et on va maintenir ce tissu neuf sous le tissu original par des points de couture de façon à coller les 2 tissus ensemble et à renforcer et redonner une cohésion au tissu original. Cette robe Worth est très caractéristique de la mode de la fin du XIXe siècle, qui s'inspire aussi des modes du passé, et notamment Worth, qui reproduit souvent dans ses créations des détails historicistes issus du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et cette robe, avec son corsage à petites basques, son grand col que l'on peut relever et ses manches bouffantes, voire gigots, est assez représentative de l'esprit néo-renaissance de la maison en cette fin des années 1890. Une fois que la restauration est terminée, on va procéder au mannequinage, qui est le moment où finalement ces œuvres vont reprendre forme, reprendre vie.
On fait exactement l'exercice inverse du couturier qui va fabriquer un vêtement aux mesures d'un corps. Là, on va fabriquer un corps à la mesure du vêtement. On va partir d'un mannequin qui est en général de dimension un petit peu moindre de celui du costume et on va créer les volumes avec des ajouts de watts. Dans le cas de cette robe, il s'agit d'une silhouette 18e par exemple, donc la poitrine est extrêmement haute et la taille est contrainte. Donc la restauratrice va travailler son mannequin jusqu'à ce qu'il ait à la fois les bonnes dimensions et la bonne silhouette. Tout d'un coup, ça devient tangible, on a presque la personne en face de nous. Donc c'est toujours une étape assez ludique et assez émouvante. Cette robe à la française, quand elle est arrivée dans nos collections, la donatrice nous a dit qu'elle aurait été portée par une lectrice de Marie-Antoinette, ce qui est tout à fait plausible. C'est une robe des années 1770, elle est en soie, elle correspond un peu à toutes les caractéristiques d'une robe que l'on pouvait porter au quotidien à la cour. On a été très heureux de cette proposition de mécénat de la Vallée Village parce que ça nous a permis d'aller chercher 5 œuvres dans les collections qui sont exceptionnelles de par leur qualité historique et esthétique, mais 5 pièces également sur lesquelles il y avait des problématiques de restauration qui étaient assez complexes et assez longues, et ce sont des restaurations qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre facilement à l'occasion d'une exposition.